Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF qui sera entièrement consacré à une ville qui est sous les feux de l'actualité. C'est la ville de Trappes pour des bonnes ou des mauvaises raisons. On va en parler avec nos invités. Vous savez, quand on parle de cette ville, on parle souvent avec des préjugés ou avec des arrière-pensées politique, ou alors pour faire du sensationnalisme. Quand Jean-Marc Morandini, par exemple, va dans une ville, c'est plutôt pour faire du spectacle, pour aborder le fond des choses. Nous allons essayer de faire le contraire. On va aborder le fond des choses avec des invités qui sont des habitants de Trappes pour la plupart et qui sont aussi des acteurs de cette ville à travers leur mission ou leurs associations. Valérie Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Mission populaire de Trappes, qui est une organisation d'obédience protestante, et vous intervenez notamment pour l'alphabétisation d'un certain nombre de personnes qui arrivent à Trappes. Marie-Laure Segal, bonjour. Bonjour. Vous avez été enseignante voilà, j'étais enseignante au lycée. Au lycée, voilà, vous étudiez la philosophie. Voilà, j'étais professeur de philosophie avant Didier Lemaire. Avant Didier Lemaire. Voilà. Et vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Dire et Agir. Exactement. Père Étienne Guillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de la ville de Trappes. Alors, la communauté catholique, c'est pas la communauté majoritaire à Trappes, ce sont les musulmans, mais c'est une communauté qui est très vivante. Oui, j'ai la chance d'être curé d'une communauté vivante de 500, 600 personnes à peu près, qui viennent de nombreux pays différents et qui se rassemblent. Et je pense qu'ils tentent de vivre une aventure de paix. Pour eux, et puis ensuite pour la ville, voilà, au service de la ville également. Au service de la ville et en collaboration avec d'autres communautés religieuses. Oui, en dialogue, on peut en parler, en dialogue assez simple avec tous ceux qui vivent aussi dans cette ville. Alors, avec nous en visio, Naïla Jaouane, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente des Mamans des Cœurs. Maman du Cœur, c'est une association qui agit aussi de manière sociale et notamment, vous avez une action très, très forte à l'égard des familles dont des enfants étaient partis en Syrie, sont morts souvent en Syrie, et on va en parler. Très bien, tout à fait. Et puis Nouradine Agne, bonjour. Bonjour Nouradine. Vous êtes journaliste notamment à Marmite FM, et vous connaissez très très bien la ville de Trappes, donc votre regard va être très précieux dans cette émission. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Trappes, je le disais, depuis quelques semaines. Il y a eu cette affaire Lemaire. Quand on parle de Trappes, on en parle souvent comme d'un territoire un peu particulier de la République. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ou c'est quelque chose que vous comprenez? Je vais commencer par vous, Valérie Rodriguez, parce que vous dites, on parle souvent de Trappes quand ça va mal et jamais quand ça va bien. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai adopté cette ville puisque je suis pas née. Vous êtes là depuis 10 ans à peu près. Voilà, je suis là depuis 10 ans, donc je suis pas née à Trappes. Donc je pense que j'ai peut-être un regard plus objectif et sans doute moins viscéral. Mais en tout cas, moi, je suis là depuis une dizaine d'années et je trouve que c'est une ville très attachante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Je pense qu'on en est tous conscients et personne ne dira le contraire. Mais c'est une ville qui est très attachante, peut-être plus que d'autres villes de la même taille ailleurs en France dans lesquelles j'ai pu vivre, parce qu'il y a une chaleur humaine, je trouve, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres villes de France. Cela dit, l'image de Trappes, oui, elle est pas forcément très positive. Moi, quand j'ai rencontré le papa de mes enfants... Oui, il n'a pas osé vous dire qu'il habitait Trappes. Il m'a pas dit qu'il habitait Trappes, il m'a dit qu'il habitait à Saint-Quentin en Yvelines. Et effectivement, parce qu'il y a cette image-là. Ouais. Et quand j'ai su que c'était Trappes, sur le moment, j'ai dit, non, moi, je ne mets pas les pieds à Trappes, c'est pas possible. Quelle image vous aviez à cette époque-là? L'image que les médias en donnent, c'est-à-dire l'image d'une ville où la drogue règne, l'image d'une ville où il y a de la violence, l'image d'une ville où les islamistes ont pris le pouvoir. Voilà, c'était l'image que j'avais, moi, il y a déjà 10 ans. Et quand je suis arrivée à Trappes, j'ai constaté que cette image-là, c'était pas l'image de cette ville. C'était pas la réalité. C'était pas la réalité, pardon. Ouais. Et je pense que comme dans tout... Même si des choses, comme vous le dites, même si, on va en reparler, mais même si des choses existent. Bien sûr. Mais je pense que comme dans toutes les villes de France, il y a des choses très positives, il y a des choses moins positives. Moi, l'image que les journalistes en donnent, ça me fait penser aux gens qui passent 15 jours au Mali et qui disent « j'ai fait l'Afrique ». Voilà, c'est exactement la même chose. On passe dans la rue Jean Jaurès et on connaît Trappes. Mais je pense qu'une ville, ça se connaît comme une personne, finalement. Il faut y passer du temps, il faut y passer beaucoup de temps.
Et c'est pas ce que font la majorité des journalistes, malheureusement. On en a vu un exemple encore vendredi. On s'est promené dans Trappes, on a vu 3 personnes sur le marché, mais on connaît pas la ville. Bien sûr. On ne connaît pas la ville. Oui, et c'est ça qui est gênant finalement, c'est qu'on en donne une image qui est pas du tout, la réalité. Naïla, justement, sur cette image de Trappes. Alors, Donne les médias. ce que je tiens à préciser, c'est que mon association, c'est avant tout de la citoyenneté avec adultes et jeunes dans les quartiers de Trappes. Que j'ai une facilité à l'écoute active, c'est ce qui fait que je propose un lieu d'écoute pour ces mamans. Ce que je veux dire, voilà, je travaille pas que contre la radicalisation. Les radicalités, c'est un symptôme qu'on a à Trappes, certes, mais c'est quelque chose en plus, mais c'est pas ma priorité. C'est-à-dire que j'ai de la chance qu'elle me fasse confiance, j'ai cette chance qu'elle me fasse confiance, parce que c'est très difficile pour elles de trouver un endroit où est-ce qu'elles font confiance. Je suis aussi la vice-présidente, ex-vice-présidente de Parole à cœur ouvert, association avec laquelle j'étais avec Marie-Laure. Mais c'est juste pour revenir sur ça. Je veux pas qu'on me montre que je travaille pas que avec les mamans dont les enfants sont. Non, je dis notamment. C'était une de vos actions. Ce que je tiens à dire, c'est que voilà, je connais bien Valérie, je connais bien Pierre-Étienne, on travaille tous en lien, on aime tous notre ville. Et pour moi, elle a des difficultés qui sont réelles. Et les difficultés sont faites parce qu'on est beaucoup d'immigrés. Et c'est vrai que du coup, on est beaucoup de musulmans. Et qu'un musulman n'est jamais le même à un autre musulman d'à côté. C'est-à-dire que même mon fils n'a pas la même vision d'islam que moi. Donc le fait qu'on soit différents avec des visions différentes, c'est ce qui fait la difficulté en fait. C'est prendre le temps de s'accepter entre nous. C'est pour ça que je veux vraiment dire que moi aujourd'hui, je représente pas la communauté musulmane. Je représente pas les trappistes. Je ne représente que ma vision à moi. Et une fois que ces choses-là sont posées, je pense qu'on pourrait plus facilement comprendre les choses. Mais vous avez bien fait oui, chacun parle en son nom. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, que vous connaissez tous Périguier. Vous êtes curé de Trappes depuis quand? C'est la 6e année où je suis à Trappes. Et vous étiez où avant? Alors auparavant, j'étais à Houille et Carrières-sur-Seine, un autre paysage du département. Et puis ensuite, auparavant, à Mantes-la-Ville, pendant 5 ans. D'accord, ah oui, qui était. Et alors, quand on vous a proposé Trappes, est-ce que vous aviez l'image, par exemple, que Valérie Rodriguez pouvait avoir, qu'elle venait du Sud-Ouest, hein, je crois? Alors, peut-être que... Vous connaissiez le département, vous, déjà. Je connaissais le département, je connaissais presque pas Trappes en arrivant comme curé de cette ville. De l'intérieur de l'église, nos quartiers populaires, Sartrouville, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Trappes, ont une belle réputation parce que ce qui s'y vit dans la communauté chrétienne relève un peu d'une aventure et depuis de nombreuses années d'une aventure assez heureuse. Et cette fierté, c'est celle, moi je pense aussi de beaucoup de paroissiens qui sont heureux de vivre les uns après les autres, les uns avec les autres, de bâtir la paix. Il y a une vraie joie et moi personnellement, je me redisais ça hier soir. Peut-être ce qui me frappe le plus dans cette paroisse, c'est la dignité des habitants. Moi, je suis assez stupéfait. On se lève tôt, on travaille, on essaie d'éduquer le mieux possible ses enfants. Avant beaucoup de choses qui peuvent être dites sur cette ville, c'est plutôt ça qui me vient. La joie, la dignité des personnes qui y habitent. Et j'ai pas envie d'entendre exactement l'image qu'on en donne. C'est pas ça qui me vient d'abord. Moi, voilà, je vois des familles qui essayent de faire le mieux possible. La vie est pas facile. C'est pas des lieux où tout est simple. Il y a de la précarité, il y a du voyage. On n'est pas forcément né en France. Et pourtant, la joie l'emporte si souvent. Voilà. Donc, lorsqu'on m'a dit, tu pars à Trappes, le premier sentiment, c'était d'abord une très grande joie. Et depuis 6 ans, objectivement, elle est restée, cette joie-là. Alors, je vais interroger Marie-Laure et Nouradine, peut-être, justement, sur cette image. Alors, si on écoute Valérie Rodriguez ou le Père Guillet, on a l'impression que, et ce qui est sans doute vrai, hein, il y a une joie, il y a une force des habitants, une force des associations, mais il y a aussi peut-être des problèmes. Merci déjà pour l'invitation, Patrice. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la ville de Trappes. Certes, j'y ai grandi, j'y travaille depuis plus de 15 ans maintenant. Mais voilà, moi, j'apporte également un point de vue journalistique avec les personnes qui sont autour du plateau et que je connais tous aussi personnellement. Et c'est une petite ville. C'est à souligner, il faut le dire. Ensuite, j'aimerais revenir sur l'image d'abord, Patrice, parce que à la fin des années 80, moi j'étais petit collégien et j'ai fait une partie du collège en dehors de Trappes dans une ville qui s'appelle Fontenay-le-Fleury. Et dès que mes camarades de classe apprenaient que je venais de Trappes, il y avait une sorte de crainte mélangée à de la fascination
sur une ville un petit peu fantasmée. Alors moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Hein. C'est la majeure partie des témoignages que je recueille rejoignent ce qu'a dit le père Guillet, ce qu'a dit Valérie, ce qu'a dit également Naïla. On va voir également ce qu'en dit Marie-Laure, d'une ville à laquelle on s'attache en fait. Il y a un fort sentiment d'attachement, même pour les personnes qui ont quitté cette ville. J'en ai revu qui l'ont quitté depuis 20, 30 ans, même pour celles qui l'ont quitté parce qu'il y avait des soucis, notamment, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec la radicalisation et le changement que ça a opéré dans cette ville. Mais c'est vrai que globalement, les personnes en tout cas gardent une image positive de cette ville. Après, sur les choses qui vont pas, je ne sais pas si on commence maintenant. Si, allez-y, puis on va. Après, je me donnerai la parole à Marie-Laure. À Marie-Laure, après. Alors, ce qui est très important de signaler, Pascal, à mon humble avis, c'est la situation d'abord sociale de la ville de Trappes. Un taux de chômage qui est quasiment le double du niveau national dans certaines tranches d'âge. Et je pense que c'est de là que tout part, puisqu'on peut faire tous les discours qu'on veut, on ne peut pas labrer pendant des heures et des heures tant que les personnes ne sont pas capables, le père Guillet tout à l'heure a parlé de dignité, tant que les gens ne sont pas capables de gagner leur pain dans la dignité et de gagner leur vie dans des conditions dignes, ben c'est difficile après, puisque ça devient un terreau fertile à tous les extrémismes. Et c'est justement un des problèmes majeurs. Dans les années 80, c'était plus la drogue, les drogues dures. Et puis, voilà, dans les années récentes, dans les 15 dernières années, à peu près une 15-20 dernières années, c'est vrai que c'est la radicalisation qui a pris le pas, avec des personnalités qui étaient charismatiques sur la ville de Trappes, qui étaient liés à des réseaux très durs, à des réseaux terroristes notamment, et qui ont commencé à faire un travail de sape sur toute la ville. Et c'est à partir de là, on se pose même des questions, puisque quand on refait toute cette histoire, on se dit mais comment a-t-on pu laisser faire presque à ciel ouvert, voilà, ce travail de sape qui a ensuite mené dans les années 2015-2016 à ce que l'on sait, et notamment avec des départs sur les terrains irako-syriens. Je ne veux pas monopoliser la parole. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, Marie-Laure Segal, justement, vous avez publié un communiqué de votre association d'y réagir, dont le titre est celui-ci, à Trappes aussi, le danger de l'islamisme est un fléau. Donc, il y a quand même cette réalité-là. Oui. Et vous parliez de l'affaire Le Maire, évidemment. Voilà. Il y a quand même cette réalité-là, mais je ne veux pas paraître pour celle qui ne parle mais que parce que ce que vous dites est assez modéré, d'ailleurs, à la fin du communiqué, vous parlez justement de ce dont parlait voilà. D'abord, Nouradine. les conditions sociales dont parle Nouradine et dont parle aussi Étienne sont évidemment une des causes de l'infiltration de l'islamisme, parce que je crois qu'il faut parler d'islamisme, même si le mot est difficile, et surtout prendre le temps de le distinguer de l'islam, puisque malheureusement la confusion est complètement colossale. Alors moi je suis invitée, je ne sais pas pour quelle raison, mais je dirais parce que j'ai été moi-même donc professeur de philosophie au lycée, et je tiens à le dire, puisque moi j'ai vu dès les années 95... Vous dites c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, voilà. Ouais. J'ai vu dès les années 95, on ne parlait pas d'islamisme à l'époque, je parlais plutôt de fondamentalisme. J'expliquais que la religion, il y a la façon de la voir selon l'esprit et selon la lettre. Et malheureusement, la lettre semblait l'emporter sur l'esprit, par exemple. J'avais mes cours interrompus parce que on me disait mais il paraît que vous êtes athée, madame. Je parlais de toute autre chose, mais madame, comment c'est possible? L'homosexualité, j'en parlais forcément quand on parle de Freud, ça nous arrive. On me disait mais madame, ça vient du démon. Alors c'est vrai que j'avais que quelques élèves qui étaient comme ça. Mais ces élèves-là, pour moi, enseigner la philosophie, il y a quelque chose de commun avec mon voisin prêtre. C'est l'idée, en tous les cas, que l'esprit critique, apprentissage du doute, de l'autonomie, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est ma personnalité. C'est-à-dire qu'il y en avait 2 ou 3 dans mes classes qui
avec lesquels je ne pouvais pas discuter, ce que dit Didier Lemaire aujourd'hui, non pas au niveau de 2 ou 3 élèves, mais il arrive à dire une moitié de classe, par exemple. Ben moi, 2 ou 3, c'était déjà trop. Et c'est vrai que j'ai arrêté de travailler en plein vol, je dirais, parce que j'ai été mise en examen pour injure par voie de presse envers un groupe pour son appartenance religieuse, parce que j'avais participé à un entretien dans le monde de l'éducation. Bon, je veux pas faire l'ancienne combattante, hein, c'est pas le but. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque ça se passait mais dans les ça se tribunaux, passait, voilà, aujourd'hui c'est dans les réseaux sociaux, hein, en fait. Voilà, exactement. C'est que à l'époque on allait jusqu'au tribunal. Finalement, on n'a pas été jusqu'au tribunal, mais c'était tout comme parce qu'on était chauffé à blanc et donc on aurait presque préféré. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux. Donc moi, je voudrais dire tout mon soutien vis-à-vis de Didier Lemaire, même si j'y tiens, il ne connaît pas la réalité trappiste telle que moi j'ai pu la connaître par la suite, ayant arrêté de travailler à 50 ans contre mon gré. Puisque j'étais membre responsable associative, donc entre autres de Médiane, par exemple, qui est une association donc d'éducateurs. Les éducateurs reviennent à Trappes, d'ailleurs, grâce à Ali Rabet. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter de dire un tel est blanc, l'autre. Enfin, je veux pas dire. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est le sens de ce débat aujourd'hui. Enfin, je pense, c'est de montrer que les choses sont compliquées complexes, et qu'on ne peut pas se contenter. Ah ben un tel Didier Lemaire, il parle dans un journal de droite ou une télé de droite, donc il est fasciste. Enfin, on entend des choses comme ça, donc c'est ridicule. Enfin, moi, je sais que je fais attention à qui je parle, parce que j'ai pas envie d'être... Je me rappelle, à l'époque, j'avais pas envie qu'on m'interviewe dans Paris Match. Ben, c'est mon choix. Mais cela dit, c'est pas parce que j'aurais parlé dans Paris Match que j'étais d'accord avec tout Paris Match. Non, mais je donne ça comme exemple. C'est-à-dire, arrêtons de caricaturer, de mettre les gens dans des étiquettes. C'est tellement commode et ça évite de réfléchir. C'est ce que j'appelle, et là on rejoint la philo, c'est combattre les pensées courtes. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je crois que le problème aujourd'hui des réseaux sociaux et des médias, d'ailleurs, c'est que on se balance la simplification, on se balance des trucs à la figure. T'es de droite, t'es de gauche, t'es islamiste ou sans vraiment décortiquer ce qui se passe sur le terrain et sans le faire avec une certaine intelligence finalement. Je crois qu'il faut aussi dépasser ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'image. Moi, j'ai dans l'association dans laquelle je travaille 2 mamans qui sont habillées tout en noir avec voilà je sais pas comment ça s'appelle exactement hijab. Et quand je les ai vues arriver dans l'association, je me suis dit effectivement la première pensée que j'ai eue, c'est effectivement oh là là, elles sont sans doute radicales. Et il s'avère que pas du tout. Donc encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Vous avez discuté avec elles, par exemple ? Oui, j'en ai discuté avec elles. Ce sont des femmes très pieuses, mais pas du tout radicales ni radicalisées. C'est des femmes merveilleuses d'ailleurs avec lesquelles maintenant j'ai une relation presque amicale. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas connaître ni une ville ni une personne d'ailleurs en 5 minutes. C'est pas possible. Déjà si on n'y vit pas. Moi je vis à Trappes et c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu aller vivre ailleurs. Je suis à Trappes depuis une dizaine d'années. C'est vraiment un choix. Et je pense qu'on ne peut pas connaître une ville de l'intérieur si on n'y habite pas déjà. Et puis si on ne regarde pas les choses avec intelligence et avec finesse. Sans caricaturer. Une femme voilée, c'est pas forcément une femme qui est radicalisée. C'est une femme qui est peut-être tout simplement pieuse. Voilà. Oui, mais elle peut être aussi radicalisée. C'est ça qui est voilà. Peut-être le professeur de philo. Est-ce qu'il y a aussi l'image de la femme qui peut être atteinte en dehors de la religion. Je pense que quand c'est un choix, c'est une chose. Quand c'est imposé, c'est autre chose. Effectivement. Et je pense qu'à Trappes, il y a des femmes à qui on impose le voile. J'en suis persuadée. Il ne faut pas non plus regarder la réalité en se disant que Trappes, c'est une ville de bisounours. C'est pas non plus ça. Non, c'est ça, oui, absolument. Voilà, je pense que... Enfin, moi, je pense que j'ai un peu de recul et un regard assez objectif, puisque quelque part, je viens de l'extérieur aussi. Hein. J'ai pas vécu toute mon enfance ici. J'ai vécu dans une ville à Bordeaux qui ressemblait pas du tout à Trappes. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment regarder les choses avec finesse, ce que ne font pas les médias aujourd'hui. Ce que ne peuvent pas faire les médias parce qu'ils s'intéressent à autre chose, au spectaculaire, et c'est toujours très racoleur, ce qui est dommage.
Et ce que disait Pierre Attenguier, justement ce que disait Marie-Laure Segal, on a l'impression, alors, avec des points de vue très différents, celui de Monsieur le maire, mais d'autres totalement différents du sien, que c'est des gens qui au fond aiment leur ville, avec des points de vue différents et des analyses différentes. C'est sûr, je pense que moi ça me frappe un peu. Enfin voilà, c'est pas des gens qui disent. Il y a un attachement à cette ville parce que aussi c'est une ville aussi de défis. C'est aussi parce que tout est pas évident qu'on a envie de se remonter les manches et qu'elle aille de mieux en mieux. Moi personnellement, ce que je trouve complexe depuis 8 jours, où on a l'impression d'être pris dans une lessiveuse médiatique qui nous échappe un peu, et puis les enjeux sont parfois au-delà de ce qu'on est en train de vivre au quotidien, c'est d'avoir l'impression qu'il n'y a pas d'espace entre celui qui sera taxé d'angélisme et celui qui sera taxé de stigmatisation. Absolument. Et alors, elle est où la voie ? Soit on est naïf, soit on est une personne radicale au mot dur. Alors moi, je pense qu'il manque un troisième terme. Et le troisième terme, peut-être c'est ça justement qui fait que nous aimons cette ville, chacun y mettant peut-être des choses différentes derrière, c'est le désir d'espérer pour cette ville. Parce que je crois que ne plus espérer pour une communauté humaine, c'est la flinguer, c'est terrible. Moi, j'entends et j'écoute avec attention la crédibilité d'un homme qui a enseigné 20 ans, en soi, 20 ans, et ben, c'est déjà le saut d'une parole crédible. Ouais. Et néanmoins, j'avoue qu'intérieurement, et moi, mais surtout tous ceux qui m'entourent, ont été extrêmement blessés par une formule peut-être qui lui a échappé, mais je pense qu'il ne peut pas sortir, Elle est trop dure. C'est celle, une ville est perdue. Oui. C'est pas possible. Et moi, j'entends cette formule assassine. C'est une formule assassine. Il y a peut-être un peu de découragement, peut-être. Alors, je l'entends, je peux la remettre dans le contexte d'un homme au bout de 20 ans. On a l'impression que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui aime un peu cette ville et peut-être qui est un peu désespéré. Peut-être. Toujours est-il que cette phrase lancée, elle est terrible, parce qu'elle a des incidences tout de suite. Cette ville est perdue. C'est une dame de 85 ans que j'ai vue hier dans le square qu'on vient de voir derrière, qui m'a dit « Mes neveux m'ont appelé. Elle est née à Trappes. Il faut que je déménage, ils m'ont dit. » Mais quelle folie. Je lui ai dit « Mais bougez pas, Solange. » C'est les éducateurs de la paroisse, les éduxpés de la paroisse qui disent « Donc ça sert à rien tout ce qu'on fait. » C'est une instite qui avait instite depuis 14 ans à Trappes et qui dit « Mais c'est humiliant d'entendre que notre ville est perdue. » Alors, je préfère, j'espère que cette formule lui a échappé sous le coup de la tristesse et du découragement. Toujours est-il qu'il faudrait qu'il dise vite autre chose, parce que c'est terrible pour une ville d'avoir une formule comme ça. Je pense que ce qu'on a en commun, c'est justement de croire qu'elle n'est pas perdue, et que de jour après jour, chacun d'entre nous, avec son angle, on essaye de faire en sorte que l'espérance, qu'un avenir est ouvert. Moi, il y a un philosophe qui m'habite, peut-être que Marie-Laure a lu un peu, qui est Emmanuel Mounier, qui est le père du personnalisme chrétien, qui dit du personnalisme, et qui a cette formule pour moi, mais depuis une semaine, qui m'habite, qui dit « Désespérer d'un homme, c'est le désespéré. » Et moi, j'en suis sûr, désespérer d'une ville, c'est la conduire sur les rives de la désespérance. Ouais. Or, je pense que tous ceux qui sont en visio autour de cette table ici ont en commun de faire en sorte de mettre leur énergie pour que ça aille mieux, c'est-à-dire qu'il y ait des ponts, c'est-à-dire qu'on s'entende, c'est-à-dire qu'on se parle, c'est-à-dire aussi qu'on se dise la vérité quand ça cloche. Mais il le faut, sinon le corps social va se déliter. Et ça, moi, je le souhaite pas pour cette ville. Alors, on va parler avec vous de l'action que vous menez. Peut-être, Naïla Jaouane, justement, vous êtes très à l'écoute des habitants, de certains habitants, des habitants qui ont souvent des difficultés aussi. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qui reconnaissent pas les propos, qui comprennent pas. Mais que tout ça, en fait, ça ne touche pas autant que le maire. Tout le monde j'ai beaucoup d'inquiétudes autour du maire. Dans le sens où on se dit, nous, à la rigueur, c'est l'image que les gens voient de Trappes, mais ça reste de l'image que les gens voient. L'essentiel, c'est ce que nous, on vit de l'intérieur. On est heureux, on s'aime. Mais ce qui les touche, c'est vraiment l'attaque au maire de la ville qui, lui, on sent que maintenant, ça prend des proportions chez lui, moralement, mentalement, parce que on sait qu'il aime notre ville et qu'il se bat et qu'il fait des choses. On arrive à faire la part des deux. On se dit, quoi qu'il arrive, on a l'habitude. En fait, pendant toutes les périodes politiques, on a toujours été attaqués. Donc, les médias, on sait que ça va être un temps et puis ça va s'arrêter. On a la sagesse de la patience. On sait très bien comment on s'entend entre nous. On sait très bien aussi la réalité de ce qui est entre nous. Les musulmans savent très bien qu'il y a plusieurs courants, que, comme je vous disais tout à l'heure, même avec mon propre fils, l'islam, en fait, en réalité, on n'en parle pas entre nous. On parle pas de notre religion. Et c'est vraiment...
On parle pas de la religion entre nous, c'est pas du tout un problème, c'est pas un tabou. On voit que des gens voient différemment, on voit que des gens portent leur islam différemment. Il y a des femmes qui portent leur religion sans que ça se voit par le foulard. Moi, je le porte de cette façon. Il y en a qui le portent d'une autre façon, il y en a qui le portent avec tout en noir. Donc, dans le fond, on parle pas de la religion, on parle de l'essentiel, on parle de nos enfants. Mais c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de ce qui se passe. Moi, je tenais à dire un témoignage, ne serait-ce par rapport au café, par exemple. Une maman que je croise, il n'y a pas longtemps, elle me dit, la première chose qu'elle m'a dit, pourquoi ils disent que le café, les femmes, elles n'y vont pas? J'ai été surprise parce que je pensais réellement, à force d'entendre, que les femmes n'y vont pas. Moi, j'habite à Jean Massé, donc je vais pas à ce café. Elle m'a dit, mais si monsieur Didier le maire, il me paye un café, je vais lui prouver que je vais aller avec lui dans ce café, boire un café, parce que quand j'ai des baisses de diabète, eh ben, j'y vais dans ce café pour pouvoir, et j'ai été surprise. Et je me suis dit, mais c'est dommage que c'est moi qui tombe sur ce témoignage. Entre ce qu'on dit, ce qu'on voit de l'extérieur et ce qu'il y a réellement de l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Elles sont plus atteintes pour ce qui se passe, voilà, en tant que pour le maire, mais pas pour. On n'est pas inquiet de ce qu'on vit parce qu'on est vraiment heureux. Et quoi qu'il arrive, on continue à être heureux. Et voilà, pour la part de ce que j'entends des personnes que je croise. Nouradine, sur ce point-là, justement, alors on a beaucoup parlé, voilà, des coiffeurs, des cafés. C'est des choses qui... Est-ce qu'il faut dire que ça n'existe pas, ou il y a quand même parfois des tendances où il y a la mixité n'existe pas forcément? C'est des questions difficiles. Alors, je souris, pardon. Je sais que la thématique est très sérieuse, mais ce qui me fait sourire, parce que tout le monde en parle. Je suis bien obligé d'aborder. C'est pas une question qui me passionne, mais bon. Non, pas du tout. Vous avez mal interprété mon propos, Patrice. Ce qui me fait sourire, c'est que ça me fait remonter toute la séquence médiatique qui s'est passée autour de ces sujets précis. Partons, si on refait rapidement l'histoire. Donc Didier Lemaire qui est interrogé par Le Point le 5 février. Didier Lemaire est professeur de philosophie depuis 20 ans à Trappes. Donc, il livre un témoignage à cette journaliste du Point. D'accord? Et il avait aussi été interviewé par une journaliste néerlandaise avec ce reportage qui a été fait fin décembre. Nous, vous, Patrice, qui êtes journaliste, les journalistes de TV78, les journalistes normalement, qui ont une formation, savent que un témoignage n'est pas une information. Vous me corrigez si j'ai tort. Un témoignage, c'est un témoignage. Ensuite, le rôle du journaliste, c'est de vérifier les informations pour ensuite valider l'information. Nous sommes d'accord. Oui. Le problème avec l'affaire que nous avons vécue, c'est que Didier Lemaire a fait plusieurs fois. Attention, je ne suis pas en train de remettre en cause ce que dit Didier Lemaire, soyons clairs. Je suis en train de parler du processus journalistique. Donc Didier Lemaire s'est exprimé sans contradiction pendant 2, 3 ou 4 jours. Et c'est seulement maintenant, d'ailleurs j'ai été invité sur BFM TV, là, j'ai planté BFM pour venir sur TV de 78. Merci beaucoup, oui, je sais qu'il faut une émission. Voilà, la parenthèse. Ce matin. Mais c'est seulement maintenant qu'on s'interroge sur le fait de savoir s'il y a des cafés qui acceptent les femmes, s'il y a et si on s'intéresse à valider les propos qui ont été tenus. Donc voilà, ça c'était juste sur le côté journalistique. Maintenant, revenons sur les points qui ont été abordés. D'ailleurs, la première chose, c'est que Didier Lemaire a été menacé. Et que ça, sans ambiguïté, il faut une condamnation unanime. Voilà, sans tergiverser, sans dire de mais, je ne sais quoi. Ensuite, on peut rentrer dans les propos qui ont été tenus par Didier Lemaire. Je suis d'accord avec le père Étienne Guillet, c'est dommage qu'ils disent que la ville est perdue. Parce que s'il était retourné ou s'il retourne au lycée de la Plaine de Nauf, ça va être difficile pour lui d'être devant des élèves qu'il estime perdus. Mais bon. Ensuite, sur les points que vous avez abordés, par exemple, les cafés. Moi, je pense que les cafés, déjà, généralement, à part les cafés parisiens, peut-être que vous connaissez bien Patrice, c'est pas des lieux forcément de mixité à la base. Soyons honnêtes. Dans les cafés, vous allez, moi, je vais souvent voir la grand-mère de ma femme qui est en Normandie. Quand on passe devant les cafés, il n'y a pas une femme qui traîne dans un café. Mais c'est quelle interprétation on va donner de cela. Voilà. Mais en tout cas, dans les cafés, les femmes peuvent y entrer. Elles n'y sont pas majoritaires, elles sont minoritaires. Ça, c'est clair et net. Mais est-ce qu'il y a un panneau qui dit interdit aux femmes, ou est-ce qu'il y a des femmes qui s'interdisent d'y aller parce qu'elles ont peur de critiques ou de pression? Ça, c'est une réalité. La nier, c'est vraiment être... voilà. Parce que ceux qui vont nier ça, c'est ceux qui ont peur qu'on dise, ou que s'ils disent justement
non, il n'y a pas de problème. Si j'accepte de dire qu'il y a des petits problèmes de mixité, ça veut dire que la ville est aux mains des islamistes et que tous les cafés sont tenus par des islamistes et que voilà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la nuance qu'il peut avoir, qui n'existe plus dans le débat actuel. Voilà. C'est soit vous essayez d'apporter de la nuance, même quand il y a des actes terroristes, pour expliquer un petit peu et comprendre. Non, si vous essayez d'expliquer et de comprendre pourquoi des gens prennent des Kalachnikov pour tirer sur des terrasses, ce qui me semble la moindre des choses, quand même, de comprendre pourquoi nos gamins en arrivent là. Non, vous êtes un islamo-gauchiste, ou vous êtes un islamo-collabo, ou je ne sais quoi. Et tant qu'on n'arrivera pas, et d'ailleurs, l'émission que vous êtes en train de faire, Patrice, je pense que c'est ce que vous avez voulu faire, tant qu'on n'essayera pas d'essayer d'apporter un peu de nuance dans ce qu'on fait, sans cacher aucun problème, ça servira à rien. Hein. Oui, il faudrait réussir à décoller les étiquettes, ça serait quand même... Oui, Marie-Laure. Je dirais juste qu'il faut toujours distinguer, en fait, excuser et comprendre. Moi, je me rappelle, j'avais ma petite fille, elle me disait ça. Un jour, je lui dis, un tel, il a fait ci. Mais tu cherches à le comprendre, il m'a embêté. Non, j'essayais simplement de voir d'où la personne parle. Je crois que ça, c'est quelque chose... D'où on parle, hein, le fameux d'où on parle. Oui, mais c'est vraiment fondamental. Je pense que ça commence comme ça. Hein. Donc voilà, moi, sinon j'aurais autre chose à dire sur le café des Meurisiers. Alors oui, justement... Je peux dire une toute petite chose sur le café des Meurisiers. Il se trouve qu'on a organisé un débat donc au café des Meurisiers au nom de notre petite association Dire et Agir en février l'année dernière, sur la question donc de la littérature féminine en islam. On a invité Asna Hussein et en fait le café est tenu par une femme, parce que les gens ne le savent pas. La propriétaire est une femme et elle est demandeuse qu'on fasse des débats dans son café. D'accord. Je voulais le dire parce que ça va à l'encontre de ce qu'on entend. De ce qu'on entend souvent. Valérie Rodriguez. Un tout petit point. Je crois que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nouradine. Ceci étant, moi je passe devant ce café plusieurs fois par semaine. Parce que la Miss Pop est juste à côté et quand je vais à la Poste, par exemple, je passe devant ce café. Alors maintenant, il est fermé évidemment à cause du Covid, mais ça c'est une autre question. Mais je suis passée devant pendant plusieurs années, il était ouvert et c'est vrai que je ne vois, en toute objectivité, je ne vois pas beaucoup de femmes. Il faut dire les choses aussi comme elles sont. Il y a très peu de femmes dans ce café. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. Alors après, je pense que certaines femmes, encore une fois, je ne généralise pas, mais certaines femmes ne s'autorisent pas à y aller et certaines femmes se sentent sous pression parce que si on les voit dans ce café, elles vont... c'est une image qu'on donne. Mais en tout cas... Mais ça, c'est très important ce que vous dites parce que il y a en effet peut-être pas ce qu'on appelle des idéologies qui existent peut-être, mais il y a aussi la pression sociale qui est forte, qui est autre chose. Mais encore une fois, il faut dire les choses avec finesse. Il faut dire certaines femmes. Il ne faut pas dire toutes les femmes. Parce qu'effectivement, j'ai déjà vu des femmes dans ce café. Oui. Voilà. Après, en effet, je pense qu'à la campagne en particulier, les femmes, elles fréquentent pas beaucoup les cafés non plus. Hein. C'est vrai que c'est plutôt dans les grandes villes où on voit énormément les femmes dans les cafés. Au fin fond des campagnes, voilà, c'est une réalité aussi. Alors moi, je le déplore, mais c'est une réalité aussi. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une pression sociale oui, probablement, qui existe ici, qui existe ailleurs aussi, hein, probablement. Moi, je suis un peu gênée qu'on fasse depuis quelques jours la preuve par le coiffeur. Là, je trouve que ça confine au ridicule finalement. Et surtout, la préoccupation des gens aujourd'hui à Trappes, c'est pas ça. Nous, on est avec les parents du soutien scolaire tous les jours. Parce que l'association a continué son activité Covid ou pas Covid. Et la préoccupation, c'est pas ça. Vendredi, il y avait des mamans qui étaient même pas au courant de ce qui se passait et qui venaient avec le bulletin scolaire des enfants en disant tiens, regarde Valérie, il a eu les félicitations. Et ça, voilà, mon travail au quotidien, c'est ça, c'est pas autre chose. On va parler des bonnes actions, notamment de ce qui s'est passé après les attentats de Nice, de ce que vous avez fait. Mais je crois que Naïla, vouliez prendre la parole. Non, je voudrais pas qu'on passe tout le temps sur l'histoire du café. Mais comme tout le monde en parle, on est bien obligé de l'évoquer. Moi, je vais dans les cafés à Paris. Je sens que je dérange pas les hommes. Si je vais dans un café à Trappes, je vais pas dans ce café à Trappes déjà parce qu'il y a mon papa qui y va. J'ai pas envie de savoir ce qu'il fait dans ce café, ce qu'il partage avec ses copains. C'est pas une question. Là, ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut vraiment pas mélanger. Valérie, comme tu dis, tu vois quelques femmes. Mon mari vient de Bretagne. Je vois pas de femmes dans les cafés bretons. Je veux juste qu'on arrête de revenir à chaque fois que c'est une pression. C'est pas une pression religieuse, c'est vraiment une pression sociale. C'est ce que je disais.
faut vraiment, parce qu'on est en train de rentrer dans le même jeu. Marie-Laure, c'est très bien, il y a des années, il y a eu un débat. Elle avait dénoncé aussi l'histoire du café, comme quoi les femmes n'y allaient pas. Aujourd'hui, tant mieux si elle a découvert que la patronne était une femme et qu'en fin de compte, c'est une question vraiment parce qu'on habite dans cette ville et qu'on n'a pas envie de partager des moments, des hommes qui fumaient, ou c'est une question vraiment, une femme, elle a besoin quand elle échange avec sa copine ou avec, si elle y va avec son mari, d'être dans un lieu sain. Un café, c'est pas trop un lieu qui nous paraît propre. Nous, les femmes, on aime bien, voilà, dans un restaurant un petit peu plus de luxe. Un café reste un café, ça reste un bar. C'est un endroit où les hommes aussi aiment à partager entre eux. On les laisse entre eux. Mais vraiment, faut vraiment, entre pression sociale et pression religieuse, c'est différent. Ce café, si on n'y va pas, ça n'a rien à voir avec la religion. Et comme pour l'histoire des coiffeurs, voilà. Il ne faut pas qu'on débat pendant 100 ans. Ça a été prouvé. Il n'y a pas de lieu interdit aux femmes sur trappe. Là, faut vraiment qu'on arrête avec ça, parce que ça m'embête réellement. Et tous les endroits sont ouverts à la trappe aux femmes, et s'il y a des endroits de radicalisation qui sont fermés peut-être aux femmes, ils sont fermés à tout le monde. Mais il faut vraiment arrêter avec ça, ça m'embête réellement. Même si la pression sociale peut aussi venir d'une pression religieuse de temps en temps. Non, pas d'une pression religieuse. Moi, si je vais pas au café, la pression sociale, elle peut venir de ça aussi. Elle ne naît pas de rien. Marie-Laure, vous voulez... Je respecte mon papa, parce que quand il est là-bas avec ses copains, j'ai pas envie d'y aller. Ça n'a rien à voir avec la religion. Non, mais je comprends, mais je dis que les deux peuvent aussi se mêler parfois. Marie-Laure, juste... J'aimerais qu'on passe sur autre chose. Oui, absolument. Si vous voulez bien. Moi, je voudrais citer le livre de Jean-Pierre Aubin qui est sorti récemment. Ah oui, sur les... justement, comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, l'éducation nationale, pardon. Titre très courageux, déjà. Parce que déjà écrire... Et le livre un peu passé sous silence quand il est sorti. Mais malheureusement, justement, il est trop passé sous silence. J'ai eu la chance de le lire et je conseille sa lecture parce qu'en fait, il dénonce exactement ce qui se passe dans l'éducation nationale depuis maintenant 25 ans et qu'on a beaucoup de mal à voir réellement. Voilà. Et moi, je suis là surtout pour dire ça et que le fait qu'on ne puisse pas justement facilement dialoguer avec les élèves aujourd'hui, comme je l'expliquais, c'est vraiment un problème. Et le fait qu'un professeur de philosophie soit menacé, comme dit justement Noureddine, c'est quand même ce qui fait qu'on est réunis ici. Et moi, je voudrais d'abord revenir à ça, parce que je crois qu'il y a un vrai problème, même si l'espérance dont parle mon voisin, je la trouve formidable. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai que, oui, Perlier. Alors, je rebondis sur l'espérance, parce qu'en effet, c'est intéressant. Justement, l'espérance, elle n'est pas naïve. Parle aussi de vos actions. Hein. Alors, peut-être vous lanciez la perche juste après les attentats de Nice. Voilà. Parce que justement, je pense que ça articule bien ce qu'on est en train de se dire. Après les attentats de Nice, voilà, des chrétiens complètement innocents qui passaient là, qui priaient dans leur église, qui sont mis à mort dans une église, trois chemins de vie brisés, qui n'avaient rien à voir, juste qui faisaient escale dans une église pour se poser au milieu de leur semaine. Absolument. Et c'était tellement dur, tellement scandaleux que la municipalité a proposé qu'on ait un temps pour se poser, pour se parler. J'étais plutôt heureux de cette proposition parce que je me dis voilà aussi une paroisse, elle est vraiment dans une démarche de dialogue avec tous. Alors là, juste après la messe de la Toussaint, le conseil municipal est venu et puis on avait invité tous les représentants des différents cultes. Les quelques amis juifs de la ville sont venus, les orthodoxes sont venus, la communauté musulmane est venue, les responsables des grandes mosquées sont venus et ensemble symboliquement on a planté un olivier sur la place de l'église. Mais en faisant cela, moi, je l'ai dit un peu clairement, c'est facile de planter un olivier. Voilà, en une demi-heure, l'affaire est faite. Voilà. Mais il fallait qu'il pousse, cet olivier. L'objectif, c'est qu'il pousse. C'est qu'il pousse, et à chaque pelletée de terre que les uns les autres mettaient, certains étaient là, c'était finalement une pelletée d'engagement. D'engagement et de façon un peu concrète, pour pas qu'on soit uniquement dans la dimension de symbole, qui serait sinon un peu hors sol et un peu facile finalement. Ça se rassurerait pour pas trop cher. Alors concrètement, eh bien voilà, nous, à l'occasion de cet arbre planté, cet arbre de la paix planté, moi j'ai redit aux amis musulmans, aux amis juifs, que notre paroisse, et on va le faire dès que le Covid nous aura un peu laissé tranquille, la paroisse était vraiment disposée à vivre quelques grands moments, j'en donne quelques-uns, un match de foot avec la grande mosquée normalement, entre les enfants de la paroisse,
paroisse et les enfants de la mosquée, garçons et filles. Moi, j'aurais dit, il faut qu'on le fasse ensemble. C'est mixte, d'accord. Ouais, j'aurais dit, ça serait bien. Ça serait bien. Parce que le Et y a sport, pas eu c'est de- important. et- Alors, on l'a pas fait parce que le Covid est arrivé. Là, au beau jour, on le fera. Vous le ferez, et il n'y a, J'espère. pas eu de Eh ben, discussion là-dessus. on verra. Vous Mais si verrez. on en discutera. Mais c'est justement là où ça devient D'accord. intéressant. Parce Ouais. que l'espérance, c'est pas hors sol. L'espérance, à un moment, Oui, ça c'est pas- s'appelle, c'est pas de- ça s'appelle voilà, un c'est moment pas de un rêve, discussion. Et puis c'est un moment où aussi on peut se frotter aussi. On a également le désir de reprendre nos marches qu'on faisait juifs, musulmans et chrétiens, qui nous permettaient en marchant le tour du lac de Saint-Quentin de se parler. On prenait un thème et on se disait, on se parle un tour de lac ensemble. Voilà, on s'écoute. C'est long, il est grand, le lac de Saint-Quentin. Il est grand. On se parle et on s'écoute. Voilà. Donc on a cela, et puis ça a été aussi, moi je le dis, et puis je le redis parce que ce que j'ai dit publiquement, l'occasion de redire aussi aux amis des autres confessions que pour nous les chrétiens, il y avait 2 points un peu d'attention forts. Pour ces moments de rencontre, on ne souhaitait pas voir que les cadres des mosquées ou des confessions. Parce que sinon, il y a toujours un risque un peu d'être dans la représentation. Oui. Nous, on voulait, si le corps de la paroisse, si 50 personnes venaient, on voulait voir aussi le corps de la communauté. Et se rencontrer avec Naïla, on a fait déjà pas mal de choses ensemble. Mais c'est ça la logique, c'est que vraiment les habitants se rencontrent. Et le deuxième point, moi j'aurais dit, moi ça commence à me déranger, parce que quand on fait telle ou telle initiative, nous on arrive de façon mixte, et puis en face il y a que des hommes, quasiment. Sauf une ou deux choses qu'on a fait avec Naïla. Mais très souvent, il y avait des hommes. Je veux dire, pour nous, être en mixité homme-femme n'est pas quelque chose qui nous met mal à l'aise, qui ferait qu'on ne respecterait pas une femme. Quand on part marcher ensemble et se parler sur le cœur de nos vies de croyants et de citoyens, il n'y a rien d'indigne et on respectera, promis, et c'est sûr, le statut de la femme. Donc voilà. Et alors, c'est pas évident, donc certains ont tiqué. Eh bien pour moi, c'est aussi ma responsabilité de curé dans une ville comme ça, de pouvoir dire que l'égalité entre l'homme et la femme pouvait très bien se déployer dans des façons de vivre un petit peu différentes, mais tout de même que chacun a accès à la parole, que chacun a accès à une libre décision et que ça peut pas être dissymétrique. C'est aussi ça, vivre en France. Voilà. Comme je l'ai dit, je l'ai pas dit en plantant l'olivier, mais je l'ai redit souvent à des amis musulmans. Dans la ville de Trappes, moi, je ne suis pas d'accord pour que hommes et femmes ne se serrent pas la main. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie des marqueurs républicains. C'est de la République, voilà. Mais c'est discuté dans notre ville. Oui, c'est très discuté. Je sais. Et c'est un des problèmes aussi. Pour moi, c'est une des choses importantes où on se serre la main et moi, je le redis, en serrant la main, il n'y a rien d'indigne. Je vous promets de respecter votre épouse, votre maman. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de question là-dessus. Voilà. Donc voilà, je sais très bien qu'en disant cela, certains ne sont pas contents de l'entendre. Mais c'est aussi ça, je pense, où il faut qu'on puisse se redire. Vivre ensemble, ça passe par des choses importantes qui sont voilà, vécues ainsi et dans le respect dans notre pays. Et ça rejaillira probablement sur les enfants, peut-être sur les élèves. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que l'image qu'on donne aussi aux enfants, elle est importante. Oui, c'est moi, important. je suis directrice d'une structure sociale. Je ne suis pas directeur. Je suis une femme. Donc là aussi, je pense que pour les enfants qu'on accueille à Trappes, c'est important aussi de se dire que une femme, elle peut prétendre à ce type de fonction et que ça pose pas de problème. D'ailleurs, dans les locaux de la MISPOP... Pardon, je vous interromps juste, mais dans ce débat, il y a 2 hommes, Nouradine et le Père Guillet, et 3 femmes. Et je suis très content qu'il y ait 3 femmes qui participent à cette émission. Et moi, je suis très contente. Bon, il se trouve que je suis une femme et que je l'ai pas choisi, mais je trouve que ça a aussi du sens au sein de l'association. Et c'est important, il me semble, et on en parlera peut-être avec Naïla, puisque son association s'appelle Les Mamans de Cœur, mais je crois que le rôle des femmes est très important, oui, me semble-t-il, dans une ville comme Trappes. Tout à Trappes. fait. Alors nous, on accueille beaucoup plus de mamans que de papas, évidemment. Alors racontez-nous un peu, MISPOP, justement. Alors la MISPOP, c'est une association... Parce qu'il y a combien 40 nationalités à peu près différentes à Trappes. Ça fait 42 ans, et il y a une quarantaine de personnes de nationalités différentes qui fréquentent la MISPOP. Oui, c'est ça. C'est compliqué de faire vivre une ville aussi avec 40 nationalités différentes. Et la spécificité un peu de cette association, c'est qu'elle est née en fait de... Alors c'est très... il y a des catholiques, il y a des communistes et il y a des protestants, c'est ça ? D'une interpellation des paroisses protestantes du secteur. Et elle s'est constituée finalement, cette association, avec des protestants, avec des catholiques et avec une mairie communiste, ce qui est quand même assez atypique et peut-être symptomatique de Trappes aussi. C'est intéressant. Et donc ça fait 40 ans que... Évitons les étiquettes. Oui, mais en tout cas, voilà, ça fait 40 ans que cette association existe. Ils peuvent être réunis sur un plateau, par exemple, d'ailleurs, comme ça. Et 40 ans qu'elle essaye d'être au service des habitants de Trappes et dans un esprit justement de fraternité, beaucoup plus que d'efficacité, j'ai envie de dire. Le projet de base de la MISPOP, c'est plutôt de vivre la fraternité avec les habitants
Et les activités, elles sont au service, quelque part, de cette fraternité. Ce sont des prétextes, en fait, pour moi. L'idée, c'est pas... Oui, mais les prétextes, ça veut dire c'est de l'alphabétisation, c'est du soutien scolaire. Alors, c'est de l'alphabétisation pour 170 adultes. Alors, pas en ce moment, malheureusement, parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu reprendre les activités avec les adultes. Mais en tout cas, en temps normal, on accueille 170 adultes, à la fois pour des cours de français et pour ce qu'on appelle des ateliers socio-linguistiques. Donc, dans socio-linguistique, il y a la langue et il y a l'aspect social aussi. Donc, tout l'aspect citoyenneté aussi sur lequel on travaille. On accueille 90 enfants. Donc là, on a toujours les 90 enfants depuis la rentrée de septembre. On n'a pas arrêté les activités. Avec des parents qui nous font vraiment confiance et des enfants qui viennent de différents horizons. On a des enfants qui sont d'origine maghrébine, des enfants qui sont d'origine africaine, Sri Lanka, Inde, Europe de l'Est. Il y a des Asiatiques aussi. Il y a des Asiatiques aussi. Et tout ce petit monde-là, finalement, vit plutôt bien ensemble. Ça se passe plutôt bien. Et puis, pendant les vacances scolaires, on a aussi des activités à destination des jeunes. Cet été, Nouradine pourra témoigner, puisqu'il était présent. On a fait tout un travail sur, justement, l'éducation aux médias. Parce que c'est quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant. Les jeunes se focalisent sur des choses qui sont immédiates. Bon, les réseaux sociaux, YouTube, pour eux, c'est la réalité. Et il faut décortiquer tout ça, il faut les aider à décortiquer l'information. Quelles sont les sources d'information? On ne peut pas croire n'importe quoi. Voilà. Et ce travail-là, je pense qu'il est vraiment important. Très important. Et je pense que les associations de Trappes, c'est la même chose pour la SEL et puis pour d'autres encore. Elles font ce travail au quotidien. Et ça, malheureusement, Monsieur Morandini, il ne vient pas filmer dans les associations pendant 3 heures pour voir ce qui s'y passe vraiment. Et c'est dommage. Alors, Daïla, justement, elle est la maman du cœur. Quelles sont vos actions? Nos actions, c'est d'abord que on travaille avec les jeunes du quartier et d'ailleurs, et c'est ouvert aux autres villes, à la citoyenneté. Ça veut dire partager des moments ensemble, se rendre compte de nos problématiques, arrêter de se victimiser en disant voilà, l'État ne fait rien pour nous, mais en attendant, si on attend après l'État, mais qu'est-ce que nous on doit faire de notre côté? Donc on fait du ramassage dans les quartiers, on fait du média comme aussi avec Nouradine. Par exemple, on a utilisé le fait que les jeunes ont été dans les hôtels sociaux s'occuper des personnes en difficulté. Ils ont tout de suite dit, mais Naïla, c'est difficile de donner à un adulte. On est mal à l'aise parce que des fois, on doit dire non. Par exemple, quand une maman veut prendre, disons, 3 paquets de yaourt au lieu de 2, et on doit penser aux autres, mais en même temps, c'est un adulte, on doit dire non. Donc, du coup, nous est venue l'idée de se dire, apprenez à les connaître autrement, on va les faire témoigner sur leur parcours de vie, comment ils sont venus en France. Et ensuite, vous verrez que il y aura une relation autre, et puis il n'y aura pas au-dessus, en dessous, c'est ensemble. Et quand ils ont réellement réalisé leur parcours de vie, ils m'ont dit, en fin de compte, c'est des héros. C'est des personnes on sent que on n'est plus au-dessus d'eux. Ils sont vraiment eux au-dessus de nous. Nous, c'est juste que là, ils sont dans un moment difficile, et du coup, ils partagent ensemble. Donc, le but, c'est que, vous savez, à la base, quand on disait quand Daesh a alpagué des jeunes dans nos villes, et ben en fait, ils ont utilisé le fait qu'ils pouvaient aller sauver le monde ailleurs qui avaient des difficultés. Et ben moi, je dis aux jeunes, vous voyez, on peut sauver déjà notre voisin. Dans nos voisins, on a des gens qui sont en difficulté. Leur dire ils disent aux jeunes que voilà, la France ne nous accepte pas, venez avec nous. Ben, si regardez, la France ne nous accepte pas, mais vous êtes Français, c'est à vous de construire la France en faisant des choses autour de chez vous. Donc voilà, et vraiment l'association Les Mamans du Cœur, pour moi, c'est la mixité. On entend Maman du Cœur parce qu'on doit porter l'association comme on porte un enfant. On apprend aux hommes d'avoir la sensibilité d'une femme, même si c'est pas inné en lui, hein, on est différents, les hommes ont des choses que nous on n'a pas, nous on a des choses que les hommes n'ont pas. En tout cas, cette sensibilité à prendre l'autre avec ses qualités, ses défauts, mais être là pour l'aider. Et donc, on est tous Mamans du Cœur, c'est vraiment une mixité, vous ne pouvez pas imaginer, mais aussi dans l'âge. On a des Mamans du Cœur qui ont 5 ans, comme on a des Mamans du Cœur qui ont 80. C'est hommes et femmes et de toutes confessions. Voilà. Justement, vous parliez de Daesh, etc. Grâce aux femmes, vous avez aussi pu faire parler les hommes. Je voudrais, en un mot, vous nous racontiez ce qui s'est passé au Forum mondial de la paix, grâce à vous. Alors, oui, j'ai accompagné des mamans des familles qui sont déchirées dans leur chair, hein, parce qu'on a des familles qui sont... leurs enfants ont fait le choix de partir. Enfin, ils étaient dans un âge, aucun d'eux n'avait plus de 22 ans. Enfin, si, il y en avait qui étaient âgés.
Mais ils ont fait ce choix de partir. Et donc, la douleur de ces mamans, il fallait bien un endroit pour qu'elles se retrouvent à parler entre elles. Parce qu'elles se de partir combattre, de partir en Syrie. De partir en Syrie. Et du coup, comme je travaille avec l'association Initiative et Changement, avec qui on fait des ateliers laïcité, info, intox sur les médias. Donc, avec Valérie, je suis contente de découvrir, en fin de compte, et ça ne m'étonne pas du tout qu'on est dans le même combat et la même vision, et on a vu comment travailler au mieux avec nos jeunes. Et du coup, on a été au Forum mondial pour la paix, parce que ces mamans ont pu raconter leur histoire à des lycéens, à des collégiens, chose qu'on n'a pas pu faire à Trappes, malheureusement, parce que c'était pas écouté avant l'arrivée de Monsieur Rabé. C'était un sujet tabou. Donc au mois de novembre, on a pu le faire, on a pu aller. C'était plus tabou. Enfin, personnellement, moi j'ai été beaucoup contactée par des associations de l'extérieur ou des sociologues qui ne pouvaient pas faire ce travail autre que par moi, parce que c'était compliqué d'accéder au lycée et d'accéder à des choses. Bref, ils ont été au Forum de la paix, ils ont pu raconter leur histoire, et j'ai vu comme les enfants ont compris que les premières qui devaient les aider, c'était ces mamans, parce que c'est ces mamans qui témoignent que ce départ est une détresse et que du coup c'est un arrachement pour eux, et les vraies conséquences de ce départ pour la France déjà à travers s'il y a des attentats en France, c'est pas les départs, mais c'est ceux qui sont radicalisés en France. Mais en tout cas, les erreurs, elles sont là, et c'est les mamans qui peuvent nous dire pourquoi justement il faut faire attention. Et j'ai découvert qu'un papa, c'est plus dur pour les hommes de parler. Vous savez, les femmes, elles se retrouvent entre elles, elles prennent le temps de parler, mais les hommes qui ont vécu aussi cette douleur d'avoir des enfants partis, c'est très compliqué pour eux, parce que un homme, il a une fierté, il va pas montrer ses émotions à son copain. Une maman un peu plus facilement, si elle trouve une personne qui la comprend, montrer son émotion, pleurer, craquer. Et moi, j'ai vu qu'à ce forum, au moins il y a un papa qui a pu venir, qui a vu sa femme raconter son histoire, raconter la douleur d'avoir des petits enfants sur le territoire. Et il a pu craquer et mettre des mots sur ces mots. Et c'est magnifique d'avoir réussi à voir cette situation, qu'un homme puisse aussi prendre le temps de s'exprimer et pouvoir dire que lui aussi il est en souffrance. Parce que tout le monde est en souffrance à Trappes. On est beaucoup à souffrir au départ. Pas que parce que les médias nous disent sur ça, mais parce que c'est beaucoup de familles voisines, d'amis qui sont en souffrance. Et c'est dur de leur dire, écoute, je sais que tu le vis dans ta chair et j'aimerais te soutenir, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. On vous perd un peu, Naïla, pardon. De toute façon, il nous reste plus beaucoup de temps, et je voudrais qu'on donne une conclusion à cette émission. Je vais vous donner la parole de chacun. Valérie, c'est quoi vos espoirs aujourd'hui pour cette ville ? Les espoirs pour cette ville, pour moi, c'est les jeunes, en fait. Parce que je sens qu'ils ont envie de réussir, comme tous les jeunes. Qui portent cet espoir-là de réussite au-delà de l'identité qu'on leur colle parfois. Donc oui, mon espérance, c'est les jeunes, les enfants. Et l'action que vous faites est importante, évidemment, vis-à-vis d'eux. Père Guillet, votre espoir ? Moi, qu'il reste bien vivant des plateformes de rencontres, des lieux où on se rencontre, on se parle et où on vit ensemble. On vit ensemble. Oui. Si chacun commence à aller de son côté... C'est un des problèmes, ça, peut-être. Il y a eu aussi... Il y a des communautés. On l'a dit, 45, 60 communautés. Oui. Eh bien, qu'il y ait des lieux dans la vie sociale où l'on se rencontre dans la diversité et où l'on vive au fil de l'année ensemble. Le pire serait que chacun se rapatrie chez soi, et là, ça serait la catastrophe. Voilà. Mais je ne crois pas ça. Si on s'y engage, ils existeront encore. Marie-Laure Segal ? Moi, je dirais, au niveau de l'école, sûrement multiplier les lieux de dialogue dans un temps obligatoire, entre guillemets, pour que le dialogue puisse s'instaurer, justement. Et puis sinon, je crois qu'il faut aussi redonner du sens aux mots, refuser donc l'anathème entre islamophobie dès qu'on ose parler de l'islam et qu'on n'est pas musulman, on est traité d'islamophobe. L'islamophobie, c'est pas les musulmans, c'est pas la religion. Voilà. Et donc je pense que c'est dommage, parce que moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Naïla quand elle dit il y a plusieurs islams, on est tous différents au sein de l'islam, donc il faut aussi accepter que ceux qui parlent de l'islam, ils ont le droit d'en parler pour dénoncer hélas les
les dérives vers l'islamisme, et que c'est pas pour ça qu'on est islamophobe. Donc je reprendrai la formule de Camus, il faut justement que les mots ne pas rajouter aux mots par des mots qui ne sont pas les bons. Voilà, ne pas dire les bons mots, c'est rajouter du malheur au malheur. Merci, voilà. Nouradine, évidemment, tout ça se déroule aussi sous fond un peu de politique, puisqu'il y aura peut-être une annulation des élections. Donc on voit bien que, par exemple, le maire essaye de tirer un peu profit de cette situation. Enfin, est-ce que ça joue ça aussi ? Oh, comme vous y allez, le maire essaie de tirer profit de cette situation. Peut-être, non, je ne sais pas, je le vois un peu participer à des émissions comme ça, un peu sensationnalistes. Alors, justement, parce que si on revient, Patrice, j'étais intervenu dans un club de la presse il y a quelques temps déjà, pendant pas loin des élections municipales de Trappes. Et puis j'avais dit à Wilfried, c'est la première fois que je vois des municipales aussi violentes. Oui. Avec des insultes, des anathèmes, avec des rumeurs sur des candidats, etc., montés en épingle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va laisser comme trace ? C'est la question que je me posais, dans la ville, et puis ensuite dans la gouvernance de la ville. Quelques mois plus tard, avec le recours notamment d'Othman Nasrou, qui est conseiller municipal d'opposition, recours qui, du coup, a été accepté, et puis ensuite avec la décision du tribunal administratif de rendre inéligible le maire et d'annuler les élections. Là, il y a un recours au Conseil d'État, on verra ce que ça donne. C'est en appel. Tout ça, en fait, c'est en appel. Tout ça, pour moi, c'est la suite logique de toute cette bataille politique qui a eu lieu au municipal. Vous me direz, ce sont deux jeunes candidats, ils sont jeunes. Peut-être que la jeunesse, a les défauts de l'outrance. Et c'est ce qu'on a vu certainement dans ces municipales à Trappes, et qu'on en voit encore les stigmates. Ensuite, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au maire de Trappes. Bon, le maire de Trappes s'est trouvé, c'est ce que j'ai comme analyse en tout cas, à mon avis, coincé entre deux injonctions contradictoires. Devoir condamner fermement, d'ailleurs il a dit lui-même qu'il avait appelé la préfecture pour faire bénéficier à Didier Lemaire d'une protection. Donc vraiment insister sur le fait qu'il fallait protéger cet homme, et qu'il était vraiment inconcevable qu'il y ait des menaces de mort juste pour une opinion. Et de l'autre côté, être également obligé de répondre à tout ce qui avait été dit par ce même Didier Lemaire. Oui, absolument. Et du coup, il s'est retrouvé un petit peu coincé, peut-être maladroitement parfois, en ayant l'impression qu'il était en train de dénigrer le professeur lui-même, et en train, dans un contexte, on le rappelle, Patrice, contexte Samuel Paty, c'est le 16 octobre, c'est pas loin. Donc dans ce contexte-là, on peut comprendre que l'opinion publique ait pu aussi se retourner contre le maire de Trappes en disant, mais attendez, il y a un prof qui est menacé avec ce qui s'est passé il y a quelques mois, et il ose remettre en cause sa parole, ou en tout cas, il le Je suis obligé de vous interrompre, Nouradine, parce que l'émission est terminée, mais ça prouve que voilà, il y a encore beaucoup de sujets qu'on aura abordés sur cette ville. Je vous remercie infiniment tous d'avoir participé à cette émission. Merci Naïla Jahawan, merci bien sûr Nouradine, merci Père Étienne Guillet, pardon. Merci Marie-Laure Segal, et merci Valérie Rodriguez, et à très vite pour un nouveau numéro de PAF. J'espère qu'on a fait un peu le tour. Voilà, on a dit des choses en tout cas. Merci à tous.